Mais comme je vous l'ai dit, on va s'attarder plutôt sur un phénomène, les terres rares. On ne cesse d'en parler. On a eu même déjà quelques questions de téléspectateurs et d'auditeurs pour savoir si finalement c'est un bon placement d'aller sur les terres rares. La réponse est très rapide, puisque ce ne sera pas le sujet aujourd'hui. Ça reste quand même très compliqué. En revanche, de quoi parle-t-on? Les terres rares, d'abord, il faut faire la distinction entre les terres rares, celles qui sont réellement, et aussi tout ce qui est métaux stratégiques. Donc vous le voyez, ce qui est extrêmement important de prendre en considération, c'est que lorsqu'on parle de terres rares, la réalité, parfois on parle aussi de métaux stratégiques, par exemple le cobalt. On a eu ces derniers mois les États-Unis qui ont négocié un accord avec le Congo, notamment pour avoir du cobalt. Donc on va plutôt s'attarder non pas uniquement sur la définition de terres rares, mais aussi de métaux stratégiques. Sur les terres rares, de manière très spécifique, finalement, elles ne sont pas aussi rares que cela. La réalité, c'est que vous avez énormément de terres rares qui sont réparties un peu partout sur la planète, notamment beaucoup aux États-Unis et beaucoup en Chine. En revanche, ces terres rares, par exemple l'yttrium. L'yttrium, c'est le bon exemple. L'yttrium, vous allez le retrouver dans votre smartphone, notamment au niveau de l'écran. Et le point qui est important, c'est que l'yttrium, qui est pourtant présenté comme une terre rare, est en général 400 fois plus présent dans la croûte terrestre que l'argent. Donc vous voyez, ça permet un peu de prendre les distinctions. En revanche, le problème avec les terres rares, c'est qu'elles sont extrêmement polluantes, extrêmement compliquées, avec un coût extrêmement élevé en termes de raffinage. Jusqu'au début des années 90, en Europe, en France notamment, aux États-Unis, vous aviez une filière de métaux stratégiques qui savait gérer de A à Z, justement, tout ce qui était terres rares ou éventuellement plus largement métaux stratégiques. En revanche, puisqu'il y a eu un désamour de l'industrie à partir des années 90, parce qu'on s'est dit que finalement toutes ces activités qui étaient très polluantes, on peut plutôt les faire à l'étranger et dans les pays en voie de développement, toutes ces filières-là, elles ont progressivement disparu. Et le point qui est important, c'est que pile au début des années 90, vous avez eu la stratégie chinoise de dire nous n'avons pas de pétrole, en revanche, on a des terres rares et on va développer une filière de A à Z, peu importe le coût en termes de production, peu importe également le coût en termes de pollution. Et on se retrouve entre 1990 et aujourd'hui dans une situation où, grosso modo, si on regarde globalement, vous avez la Chine qui représente entre 90 et 95% du raffinage des terres rares et un peu plus largement autour de 80% sur les métaux stratégiques. Bien évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une situation de dépendance qui s'est énormément créée et l'enjeu, bien évidemment, c'est d'être beaucoup moins dépendant de la dépendance chinoise. Ça va prendre du temps. On voit que du côté américain, et on ira un peu dans le détail, on a une filière, plusieurs d'ailleurs filières qui se mettent en place, à la fois de la production et du raffinage au niveau national, avec le coût, encore une fois, il faut le rappeler, la pollution. Et de l'autre côté, vous avez aussi un autre sujet qui est mis en avant, à savoir tout simplement, vous avez le recyclage, et on en parlera notamment avec Benjamin Louvet, qui est un sujet extrêmement important, le recyclage justement de ces métaux stratégiques. Mais le point qui est important, c'est que toutes ces terres rares, ces métaux stratégiques, on en parle aujourd'hui tout simplement parce qu'ils sont essentiels dans tout ce qui est transition énergétique, IA ou toute nouvelle technologie. Je le présentais justement avec le smartphone. C'est pour ça que finalement, dans le bras de fer qu'on a aussi bien européen ou américain avec la Chine, et qu'un bras de fer sur une myriade de sujets, la réalité, c'est qu'à l'instant T, en tout cas, la Chine est très très clairement en avance, en tout cas sur ce sujet des terres rares et des métaux stratégiques. On va essayer d'aller vraiment dans le détail aujourd'hui pour comprendre comment ça va se passer, comment ça se profile dans les années à venir, et notamment pour voir aussi si on a une capacité d'être un tout petit peu moins dépendant de la Chine prochainement, peut-être en misant potentiellement sur le raffinage. Vous le voyez à l'écran, hein, c'est vraiment les chiffres qui sont extrêmement importants, y compris par exemple sur du cobalt ou qui n'est pas encore une fois une terre rare. Vous voyez que vous avez une assise qui est extrêmement majeure en termes de traitement de la Chine. Si je résumais, on a simplement décidé, nous occidentaux, donc européens et américains, tout simplement de faire nos activités en termes de matières premières qui sont ultra polluantes plutôt chez les Chinois. Et eux, ils en ont créé une activité qui est aujourd'hui une assise extrêmement importante en termes de richesse. Je vous propose qu'on en discute un peu plus en détail, d'abord avec une approche qui est un peu plus top-down. Donc on va regarder cela ensemble sur les métaux stratégiques pour notamment essayer de voir en termes de perspective comment ça se situe et quels sont les éléments. Je vous propose d'avoir Yves Gégourel qui va nous rejoindre. Vous êtes professeur titulaire au Conservatoire national des arts et métiers et surtout vous êtes co-directeur de la revue Cyclope. Juste avant qu'on aille dans le détail, est-ce que vous pourriez rappeler à nos téléspectateurs et auditeurs ce qu'est la revue Cyclope? S'ils ne la connaissent pas, elle est effectivement la référence en général sur ces sujets de matières premières.
Merci de me donner l'opportunité d'en parler. Alors, c'est le Cercle Cyclope et donc nous sommes une société d'analyse des marchés mondiaux de matières premières, de l'ananas au zirconium. Et donc, bien évidemment, nous couvrons la problématique des métaux stratégiques ou des métaux critiques. Quand on regarde un peu ce qui s'est passé ces dernières années, finalement, tout ce qui est, on va plutôt prendre la terminologie métaux stratégiques, puisque terres rares, c'est certainement un peu trop restreint en termes de définition, mais il y a 4-5 ans de cela, en tout cas dans le débat public, on n'entendait pas du tout parler des métaux stratégiques. Aujourd'hui, on le voit, alors il y a bien sûr la guerre commerciale qui est passée par là, il y a peut-être la Covid à jouer pour une sensibilisation en termes de chaîne d'approvisionnement, mais on voit que ça devient extrêmement essentiel. Est-ce que comment vous appréhendez cette situation? Est-ce qu'effectivement, la Chine, qui est aujourd'hui en tout cas leader dans tout ce qui est activité de raffinage, est-ce que, première partie, les États-Unis se réveillent et commencent à être moins dépendants? Et où est-ce qu'on en est du côté européen? Alors, je crois qu'il faut poser le cadre, c'est-à-dire que nous sommes dans le contexte de la transition énergétique et de la révolution numérique, et il ne peut pas y avoir ces transitions, ces révolutions sans ressources minérales. Et c'est en ça qu'on les qualifie de stratégiques ou de critiques, avec l'élément que vous rajoutez, qui est une ultra-domination de la Chine sur la quasi-totalité des chaînes de valeur de ces métaux stratégiques qui nous permettent d'aller vers la transition énergétique. Et donc, c'est une course qui s'est développée depuis plusieurs années, la Chine a un leadership absolu de ce point de vue-là. Et pour vous répondre très concrètement, bien évidemment que les États-Unis ont fortement réagi, l'Europe également, mais il s'agit de rattraper un retard face à un leadership qui est écrasant. Donc la question derrière tout ça, c'est l'ampleur des mesures, mais également, je voudrais insister là-dessus, sur la question de la résilience, parce que il va falloir concilier deux choses. D'abord, cette sécurisation des approvisionnements que j'évoquais, mais également une réalité toute simple de ces marchés mondiaux de matières premières, qui est une forte volatilité. Et donc, c'est bien dans cette combinaison stratégique qu'il convient d'opérer. On va revenir un peu plus tard sur la volatilité, vous l'avez mentionné à juste titre, parce que, alors juste pour rappeler à nos téléspectateurs et auditeurs, vous aviez, je pense il y a quelques années de cela, ça date probablement d'il y a une dizaine d'années, vous aviez la banque d'investissement américaine Goldman Sachs qui nous parlait de super cycle des matières premières avec des prix qui allaient monter énormément, et la réalité un peu plus complexe, on y reviendra. Mais avant d'aller sur cet aspect-là, j'aimerais juste vous faire réagir. Je vais juste lire quelque chose qui a été conclu entre les États-Unis et le Congo, puisqu'on a eu un accord entre les Américains et le Congo sur le cobalt, qui est effectivement essentiel à cet égard. Alors, je vous cite juste ce qu'avait dit Benjamin Katakuda, qui est directeur général en RDC de Cobalt Metals, hein, donc qui est un des acteurs dans le domaine. Nous espérons que cette porte ouverte par le gouvernement congolais pour les investissements américains va nous conduire à d'autres projets d'envergure. Si on regarde dans le détail, malgré tout, alors certes, c'est une victoire américaine sur cet aspect précis, mais la réalité, c'est que notamment en Afrique, il y a beaucoup de matières premières. Les Chinois, aujourd'hui, sont quand même largement leaders. Alors, est-ce que c'est pas un peu beaucoup de communication, mais dans les faits, l'assise, en tout cas chinoise, elle reste extrêmement présente, pas uniquement, effectivement, sur du raffinage qui est fait par les Chinois dans leur pays, mais également sur l'accès aux matières premières du côté africain? Alors, je ferai une réponse un peu entre les deux. C'est-à-dire que ce leadership chinois, on l'a évoqué, il est sur le raffinage, il est également, si vous regardez en fait le capital des mines, il est aussi sur la phase de l'extraction, c'est-à-dire qu'il y a un grand nombre de mines, notamment en RDC, qui ont des capitaux chinois, et pas uniquement en RDC, mais plus globalement en Afrique et en Amérique du Sud. Donc il y a cette dimension-là. Ensuite, l'offensive américaine et européenne, peut-être dans une moindre mesure, est tout à fait patente. Et vous évoquez cet accord sur la RDC. On voit en fait qu'il y a une modification, à mon avis, assez importante de la stratégie américaine, qui est d'abord qu'il y a un investissement direct, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement du soutien aux entreprises, mais on voit le gouvernement américain, le département de la guerre, le département de l'énergie investir directement dans des entreprises minières, de raffinage, de recyclage, sur le sol national, potentiellement à l'étranger. Et puis une forme, mais je voudrais être prudent dans mes propos, de militarisation du sujet, puisque finalement les États-Unis conditionnent leur aide militaire à l'accès
au sol et au sous-sol des pays potentiellement partenaires. On l'a vu avec une forme d'ambiguïté importante sur l'Ukraine et on le voit effectivement sur la RDC. Et la RDC, c'est un réservoir de cuivre, de cobalt, mais également d'étain dont on ne parle probablement pas suffisamment. Donc oui, la détermination, enfin l'importance de la Chine, elle est patente et donc ce retard, il faut le combler. Néanmoins, les offensives menées par les États-Unis et par l'Europe sont importantes. Est-ce que, selon vous, aujourd'hui, c'est du côté américain que les offensives sont les plus pertinentes? On reviendra un peu dans le détail par la suite sur l'Europe. Mais par exemple, l'offensive à l'égard du Groenland, là où au moins j'ai un peu le sentiment, c'est que quand on écoute Donald Trump, l'avantage finalement de l'administration Trump, et c'était le cas déjà dans la première administration, parce que je crois que c'était juste avant Covid, août donc 2019 de mémoire, Trump commençait déjà à s'intéresser au Groenland, c'est qu'il a compris que le Groenland fait partie de ces zones stratégiques, pas uniquement du point de vue maritime avec la fonte des glaces, mais fondamentalement aujourd'hui, notamment pour avoir accès typiquement à l'uranium dont a énormément besoin l'industrie américaine, et notamment l'industrie de l'IA. Comment vous voyez justement ce qui se passe entre les États-Unis et le Groenland, et aussi l'Europe qui commence un peu à se positionner malgré tout? Honnêtement, je le verrais de manière plus globale. Je ne crois pas qu'il y ait une spécificité sur le Groenland. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on acte qu'il y a une course à la sécurisation des approvisionnements et, autorisez-moi ce terme, une forme de retour des empires, il faut des terres parce que ces terres sont la condition de l'accès aux ressources minérales. Et donc, on va y aller vers différentes stratégies. Et la stratégie américaine est extrêmement offensive, même politiquement, comment dire, particulière. Et donc, l'idée, c'est bien de diversifier au maximum les sources. Donc, je pense qu'il faut vraiment le considérer comme ça. Il faut le considérer comme une urgence absolue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous regardez les scénarios pour arriver vers le net zéro, donc en termes de décarbonation d'ici à 2050, en termes de ressources minières notamment, mais pas uniquement, hein, mais en termes de ressources minières, on ne passe pas. Donc, il faut absolument aller là-dessus. Prenons un exemple très concret, le cuivre. On sait que le cuivre est dans tous les chantiers de la transition énergétique. C'est également un élément déterminant de la révolution numérique et la contrainte minière est extrêmement importante. Donc il faut faire feu de tout bois pour aller sur ces éléments-là. Vous avez évoqué l'uranium, c'est la question effectivement énergétique. Il faut aller sur tous les segments sur lesquels on peut aller. Et Trump, avec la politique qu'on connaît, n'hésite pas à mener un grand nombre d'offensives de ce point de vue-là. Du côté européen, vous sembliez être pas particulièrement pessimiste, en tout cas vous semblez mettre en avant qu'il y a des éléments. Est-ce que vous pourriez nous en donner un peu plus d'éléments sur quelle est la stratégie européenne, ou d'ailleurs peut-être est-ce qu'elle est plus européenne ou nationale faite par certains États? On sait notamment que sur certains métaux stratégiques, potentiellement on en a dans notre sous-sol, mais le problème est un problème notamment de pollution. On a vu certains États, notamment le Portugal ou encore l'Espagne, qui se sont dit on a certes des métaux stratégiques dans notre sous-sol, mais on ne décidera pas de les exploiter à cause des contraintes de pollution. Est-ce qu'il y a malgré tout un réveil européen? Et si oui, est-ce que ça passe par de nouveaux approvisionnements? Et à quel point c'est facile aussi? Ou est-ce que d'ailleurs certains commencent à se dire il faudrait peut-être regarder ce qu'on a dans notre sous-sol? On sait d'ailleurs, en France, parfois c'est un débat aussi à ce sujet. Alors, l'évolution de l'Europe est évidente, hein. Il y a le Critical Raw Material Act qui est passé en 23 et qui a été appliqué en 24. Donc là, il y a toute une série de mesures autour de la réduction de la dépendance de l'Europe vis-à-vis de ces métaux critiques par le déploiement de la mine, par le déploiement du recyclage, par des partenariats diplomatiques. Donc ça, c'est très clair. Il y a des projets stratégiques qui sont désormais soutenus par l'Europe, 47 sur le territoire strict européen et 60 au sens plus large du terme. Donc ça, ce sont des annonces très récentes. Vous avez également des initiatives nationales. La France a lancé un fonds métaux. Il y a un inventaire minier qui est fait. Donc, de toute évidence, l'Europe va dans le bon sens. La question qu'on doit se poser, elle est à mon sens double. D'abord, c'est évidemment la question du rapport de force. C'est-à-dire que quand on parle de la mine, on parle ou du raffinage, on parle de montants extrêmement importants. Donc, dans cette course, est-ce que l'Europe investit suffisamment? Je laisse cette question ouverte. Et l'autre élément que j'évoquais au tout début, c'est que on peut dire que sur le long terme, nous allons manquer de cuivre, nous allons manquer de terres rares, nous allons manquer de nickel. Ça, c'est de la projection de long terme que l'on doit concilier avec des réalités de court terme. Aujourd'hui, les prix du lithium sont relativement bas. C'est un peu la même chose sur le cobalt. Et donc, c'est la question de comment est-ce que l'on peut avoir cette stratégie de long terme
tout en s'accommodant de variabilité des prix à très court terme qui peuvent menacer la rentabilité de certaines opérations. Et donc, c'est la question de la vision de long terme et de la capacité à l'assumer qui est ici posée. L'autre question, je rebondirai sur votre propos, c'est évidemment la sensibilisation du grand public à ces questions-là. Mais il faut un minimum de cohérence environnementale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui vouloir la transition énergétique, vouloir la révolution numérique, et tout en refusant le développement du secteur minier, en tout cas sur ces questions-là. Et donc il s'agit de promouvoir une excellence minière d'un point de vue environnemental et social. Et je crois que la vigilance européenne sur ces questions-là est très forte. Bon, effectivement, du côté européen, on a encore assez peu d'acteurs, en tout cas d'acteurs cotés. Je voyais sur l'Antimoine, vous avez aujourd'hui une petite entreprise, parce que c'est ce qu'on appelle une small cap en bourse, qui est en Belgique, mais qui est alors qui a certes une assise de marché assez importante. Je crois qu'elle possède à peu près 10% du marché mondial, ce qui n'est pas négligeable, alors que la Chine en possède 60%. Mais c'est vrai qu'on manque aujourd'hui d'acteurs. Quand vous évoquiez notamment le fonds métaux français, est-ce que vous pourriez un peu aller en détail pour nous expliquer comment ça fonctionne? L'idée, bon, c'est pas forcément à moi d'en parler, hein, mais l'idée, c'est qu'il y a une dotation de l'État et charge à ce fonds de lever des capitaux privés pour aller dans le sens de la stratégie européenne sur la sécurisation des métaux critiques. Il y en a 34 pardon, à l'échelle européenne. Ce sont en grande majorité les métaux des batteries, mais pas uniquement. Ce sont également les terres rares qu'on va utiliser dans les éléments permanents, excusez-moi. Et donc, il s'agit d'investir pour sécuriser les approvisionnements par les prises de participation, par les contrats d'off-take, ainsi de suite. Donc ça rentre en pleine résonance avec la stratégie à la fois française, qui, je redis, est assez ambitieuse, et la stratégie européenne. Vous évoquiez la volatilité, je pense, des prix, je pense que c'est un élément qui est crucial. Je le rappelais précédemment, vous aviez, alors ça fait partie, c'est peut-être plus des éléments de communication et de marketing de certaines grandes banques qu'autre chose, mais vous aviez il y a quelques années de cela, peut-être une dizaine, quinzaine d'années de cela, vous aviez Goldman Sachs qui nous disait, du fait de la transition énergétique notamment, alors c'était moins la thématique qu'il y a à cette époque-là, on va avoir dans tous les cas des prix ascendants, tout simplement déséquilibre entre l'offre et la demande sur toutes les matières premières, notamment tout ce qui est métaux stratégiques. Et vous l'avez rappelé à juste titre, c'est quand même un peu plus compliqué que ça. La première question que j'aimerais vous poser, sachant que bien sûr sur chaque matière première, le marché est propre, donc c'est très dur de faire des généralités, mais comment est-ce que vous observez? Est-ce que, il y a déjà toujours la demande chinoise qui reste quand même un élément central sur l'évolution des prix? On le voit probablement sur le cuivre, mais est-ce que c'est généralisé à cet égard? Et est-ce que selon vous, il y a aussi un réel problème qu'à un certain stade, les prix vont tendanciellement être haussiers, ou on peut ouvrir de nouvelles mines, ce qui feront que finalement, ce sera un peu moins compliqué que cela? Écoutez, d'abord, la Chine joue un rôle très très particulier sur les marchés mondiaux de matières premières au sens général du terme, c'est-à-dire qu'elle va jouer sur la demande, mais elle va également jouer sur l'offre. Et si vous voulez, la lecture qu'on doit avoir sur les prix est rendue d'autant plus complexe qu'il va y avoir toute cette politique de restriction aux exportations. Donc ça crée beaucoup de volatilité. Ce qu'on doit retenir, c'est que effectivement, l'idée d'une demande de long terme qui va se traduire par une augmentation structurelle quasi linéaire des prix, c'est une illusion. Donc il va falloir s'accommoder, il va falloir développer du projet minier, du projet de recyclage, tout en ayant cette résilience, cette force financière pour s'accommoder de prix bas qui peuvent durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y a probablement d'ailleurs un jeu stratégique de la Chine qui, d'un côté, va réduire ses exportations sur l'antimoine que vous évoquiez, sur le germanium, sur le gallium, ce qu'elle a fait sur les terres rares, et qui, dans le même temps, peut surapprovisionner certains marchés du type lithium. Donc il va falloir naviguer dans ces éléments-là. Et lorsque on évoque cette question-là, on pose intrinsèquement la question de la réalité de l'actionnariat. Lorsque vous avez un actionnariat qui est un actionnariat étatique ou sous influence étatique, finalement, les perspectives de long terme sont relativement faciles à avoir. C'est-à-dire que vous pouvez vous accommoder de ces prix bas temporairement. Lorsque vous avez un actionnariat qui est de nature un peu plus privée, qui pourrait, et donc il faut travailler sur ces logiques-là, avoir des horizons de plus court terme, on pourrait avoir le sentiment que finalement, il est moins rentable d'investir, en tout cas à court terme, dans tel ou tel projet minier ou tel projet de recyclage. Donc il faut vraiment travailler là-dessus, c'est-à-dire développer cette vision de long terme. Ensuite, la question du long terme est différente d'une matière première à une autre. Le cuivre, on sait que structurellement,
on va en manquer. La question du lithium, c'est avant tout une question autour de la chimie des batteries, avec peut-être des horizons un peu plus courts. Et donc, il faut distinguer les problématiques de disponibilité de la ressource à l'aune de ces critères-là. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui se positionnent, outre bien sûr les grandes puissances, mais fondamentalement, on a l'impression que hors Europe, au sens large, on peut inclure le Royaume-Uni, États-Unis et Chine, c'est vrai que le reste du monde est plutôt spectateur ou en tout cas fournisseur sans avoir fondamentalement de stratégie. Il y a quelques États, hein, malgré tout, je vois l'Indonésie qui a une forme de nationalisme métallique parce qu'effectivement, leur nickel, ils ont mis en place des restrictions aux exportations. Alors, point important, c'est que le nickel est quand même malgré tout produit par des entreprises chinoises, donc je pense qu'il y a aussi une stratégie chinoise derrière cela. On a eu récemment la France qui a eu un accord avec l'Indonésie, un accord commercial avec une partie notamment sur quand même l'accès à certains métaux stratégiques. Mais j'ai un peu le sentiment quand même que c'est un sujet pour les grandes puissances et que cette forme de nationalisme métallique qu'on voit en mise en application, ça concerne quelques pays, mais le reste du monde est quand même très à l'écart. On n'a pas de stratégie sur la plupart des émergents, par exemple l'Inde à cet égard. Honnêtement, je ne vous suivrai pas sur ce sujet-là. Mhm. C'est-à-dire qu'il y ait une homogénéité des stratégies du côté des pays émergents, on peut en discuter. Ensuite, la question de la valorisation, de l'intégration aval sur le modèle indonésien notamment, me semble-t-il, est très présent. L'Indonésie, c'est un cas d'école, c'est pas uniquement le nickel, avec l'idée qu'on ne va pas exporter des minerais enfin, ou des concentrés et donc sans transformation, on va essayer de s'intégrer sur l'aval de la filière et cette ambition à la fois politique, économique, industrielle est très présente. Ensuite, pensez par exemple à ce qui se passe sur la Guinée autour de la filière bauxite, aluminium. Est-ce que vous pouvez Ensuite, juste la question, développer c'est pour nos évidemment. téléspectateurs sur cet aspect, comme je pense que sur la Guinée qui peut être intéressant, mais je ne pense pas qu'il soit au fait du sujet, est-ce que vous pouvez développer? Pardon. Alors la Guinée, en fait, la Chine maîtrise enfin, une grande partie de la production de l'aluminium primaire, avec de la complexité dans ses relations avec la Russie, mais techniquement, la moitié de l'aluminium primaire est produit par la Chine, ce qui veut dire qu'en amont, il lui faut de l'alumine, et en amont de l'alumine, il lui faut de la bauxite. Et la Chine avait une très forte dépendance à l'Australie, et elle a, comme tout pays, cherché à diversifier ses approvisionnements, et elle l'a fait notamment en Guinée. La Guinée est désormais, donc la Guinée-Conakry est désormais le premier fournisseur de bauxite de la Chine, et la volonté de la Guinée depuis très longtemps, hein, c'est évidemment de mieux valoriser cette chaîne de valeur, c'est-à-dire d'aller progressivement sur la production d'alumine et puis peut-être à terme sur la production d'aluminium primaire. Donc honnêtement, cette question de la transformation locale, et elle ne se réduit pas d'ailleurs à la question des métaux, me semble-t-il, est très présente. La vraie question, c'est la réalité de cette transformation. Et je crois que la volonté politique des émergents et des pays en développement est très présente. Pour conclure, on parle beaucoup, vous savez, de guerre commerciale du point de vue économique, etc. On se focalise énormément sur les taxes douanières et c'est un sujet qui revient régulièrement sur la table. Mais quand on vous écoute, et c'est aussi un peu le sentiment que j'ai, est-ce que fondamentalement la rivalité entre ces grandes puissances qui se mettent en place ou ces empires, je vous rejoins d'ailleurs sur ce terme, je pense que c'est pertinent, est-ce qu'on n'est pas justement plutôt sur une guerre des métaux stratégiques aujourd'hui plus qu'autre chose? Est-ce que c'est pas le vrai sujet? On parle beaucoup dans les médias de taxes qui finalement sont remises en cause quasiment tout le temps. Est-ce que le sujet, ce ne serait pas justement ces métaux stratégiques pour l'économie de demain? Alors oui et non. Lorsque vous menez une guerre commerciale, très classiquement, vous allez sur les matières premières ou à l'inverse sur les produits de luxe. Donc le fait de taxer les exportations, d'aller sur un certain nombre de droits de douane ou de barrières non tarifaires, c'est un peu un cas d'école de ce point de vue-là. Où je vous suis un peu moins, c'est que, alors, bon, je ne suis pas certain du thème de guerre qu'on va utiliser peut-être de manière un peu excessive pour parler des matières premières, puisqu'on a vu qu'il y a des stratégies partenariales qui sont menées, donc c'est en fait probablement un peu plus compliqué qu'une simple opposition. Je crois que c'est une problématique autour de l'accès au sol et au sous-sol. C'est vrai qu'on parle énormément de métaux stratégiques, mais regardez ce qui s'est passé sur l'accord récent entre la Chine et les États-Unis, il y avait la problématique du soja. Donc il me semble que c'est une problématique globale sur l'ensemble des matières premières et probablement que dans notre pensée stratégique, ou en tout cas dans notre pensée stratégique européenne, il y a aujourd'hui une forme de segmentation comme si la problématique des métaux stratégiques était différente de la problématique de l'énergie, était différente de
la problématique des produits agricoles. Il me semble qu'il y a une problématique globale sur les matières premières comme condition de développement économique, comme condition de l'industrialisation et, in fine, comme condition de l'hyperpuissance. Et c'est ça que l'on perçoit également dans la stratégie américaine et dans la stratégie chinoise. Merci beaucoup Yves Gégourel. Effectivement, un sujet plus intégré qu'il n'y paraît. Vous êtes professeur titulaire au Conservatoire national des arts et métiers et co-directeur de Cyclope.